Bienvenue dans cet épisode des prévisions 2026. C'est un épisode que je fais chaque année où je vous parle saison par saison et mois par mois des thématiques qui semblent ressortir autour des cycles astrologiques. C'est un exercice périlleux de faire des prévisions astrologiques, c'est aussi ma spécialité et surtout quand il s'agit du collectif, les enjeux sont bien plus importants et couvrent aussi, on va dire, beaucoup plus de terrain parce qu'ici, autour des cycles astrologiques, il ne s'agit pas seulement de la France, mais il s'agit aussi des thématiques potentiellement à l'international. Donc on va essayer ensemble de voir comment, sur chaque saison et mois par mois, ces thématiques vont être soulevées. C'est un exercice à la fois technique, mais aussi très intuitif où je vais mettre en exergue les thématiques qui pourront ressortir. Vous verrez que parfois mes intuitions seront très précises, à d'autres endroits elles pourraient être plus diffuses. Pour moi c'est un exercice où en soi je dois essayer d'affiner les contours de certains temps forts que je perçois. C'est quelque chose que nous allons découvrir ensemble sur cette année 2026. La particularité de cette année 2026, c'est qu'on a de nombreux transits et de nombreux cycles qui se sont annoncés en 2025, mais qui vont véritablement s'ancrer sur cette année 2026. C'est une année de recommencement, c'est une année de nouvelles initiations, on change littéralement de script, on passe d'une année où l'eau prédominait, même je dirais ces 3-4 dernières années où l'eau prenait énormément d'importance avec beaucoup de placements en signe d'eau, à une année très dynamique qui fait l'emphase sur les signes de feu et on commence sur les chapeaux de roue avec une conjonction Saturne-Neptune au mois de février dans le signe du Bélier et à 0 degré. Si le symbole ne pouvait pas être plus fort du nouvel ère, on y est. Ensuite, on a aussi Uranus qui s'installe pour de bon dans le signe des Gémeaux, suivi par Jupiter qui bascule dans le signe du Lion et qui est suivi également par un changement des placements des nœuds lunaires qui se fait sur l'été dans l'axe du Lion lui aussi, et Pluton qui est également dans le signe du Verseau et le nœud nord en Verseau viendra le magnifier. On est sur des gros changements sociétaux qui s'annonçaient déjà ces dernières années, mais qui ici, je dirais, passe la seconde, ça va beaucoup plus vite et on va voir à quel point cette année est une année d'élan vers un renouveau. Mais on le sait aussi, cette année 2026, c'est une année préélectorale et on le sait que tout ce jeu des présidentielles va commencer en 2026. On le voit très nettement et ça on va en parler saison après saison et mois par mois. Quels sont les points tournants justement de cet agenda médiatique et surtout politique qui va se centrer sur la promotion des candidats à la présidentielle en France spécifiquement, mais on a aussi d'autres moments clés aux États-Unis avec les midterms, avec aussi en l'occurrence la Coupe du Monde. Vous allez voir, ça va être une année trépidante et je ne pourrais pas m'empêcher également de parler un petit peu du début 2027 parce qu'on voit que cette année 2026 annonce les thématiques qui s'opéreront pour les présidentielles de 2027. Avant de poursuivre et de faire l'analyse saison après saison et mois par mois, je voulais vous inviter à prendre du recul sur les prévisions que je vais faire, à les écouter avec attention, comme vous écouteriez en fait n'importe quel expert qui ferait des hypothèses sur la politique internationale ou locale et qui ferait peut-être disons la présentation de certains potentiels et qui viendrait spéculer aussi sur la façon dont tel acteur politique ou tel parti viendrait éventuellement se manifester dans les prochains mois. La pratique astrologique et la pratique intuitive peut des fois être extraordinaire de précision et être d'une véracité absolument étonnante. Et à d'autres endroits, la possibilité de toucher juste se fait un peu plus diffuse. Donc il faut aussi que je vous précise qu'il y a des temps forts qui sont très signifiants. Mais la façon dont je vais peut-être les expliquer ou les interpréter seront parfois extrêmement précises, comme je l'ai évoqué, puis à des moments seront un tout petit peu plus flous. Les contours seront un peu moins perceptibles pour moi autour de mon travail intuitif. Donc on va explorer tout ça ensemble. Je vous retrouve tout de suite et ça commence sur l'hiver 2026.
Donc l'hiver 2026 commence sur les chapeaux de roue. Pourquoi ? Parce que c'est durant cette saison hivernale que nous allons vivre les municipales. Le premier tour le 15 mars, le second tour le 22 et qui va littéralement amener le changement saisonnier et l'équinoxe du printemps. Donc on voit sur cette saison hivernale qu'il y a énormément d'enjeux. La campagne électorale pour les municipales en France va largement se faire sentir. On ne pourra pas passer à côté d'un changement autour des discours politiques, autour d'une mobilisation constante des différents partis, peut-être d'une nouvelle façon aussi, une bascule dans les dynamiques de force. Donc on voit quand même que cette saison hivernale, elle est littéralement le baromètre des forces politiques et des transitions qui vont secouer la France en 2026 et en 2027 durant les présidentielles. Et ça commence littéralement sur cette période hivernale. Et on voit que ça démarre sur les chapeaux de roue sur le mois de janvier. Pourquoi ? Parce qu'on a un maxi-stellium, on a un amas de planètes dans le signe du Capricorne, avec de nombreux corps célestes qui se regroupent dans ce signe qui a, on va dire, des vertus plus traditionnelles, un rapport très clair entre le rapport des autorités, les rapports institutionnels, les décisions étatiques, tout ça est mis en avant par le signe du Capricorne. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que ce grand stellium, cet amas de planètes en Capricorne qui se concentre dès les premiers jours de ce mois de janvier. D'ailleurs, on a une lunaison dans le signe du Cancer qui met la lumière sur le principe étatique, sur les structures étatiques, et cet amas en Capricorne qui signe entre le 6 et le 9 janvier une triple conjonction Soleil-Vénus-Mars, et puis ensuite entre le 15 et 20 janvier on a une conjonction Mercure-Mars et une nouvelle lune aussi le 18 janvier simultanément qui va être en sextile à Saturne et en trigone à Uranus. On a peut-être des vraies annonces, on a peut-être des vraies décisions du corps étatique, d'ailleurs en France, mais aussi potentiellement à l'international. On a une façon de prendre décision, de prendre autorité qui est en train de changer. Ce qui m'interpelle spécifiquement, c'est que notre président Emmanuel Macron est ascendant Capricorne et on l'a pas entendu très peu ces derniers temps. Il s'est fait assez discret déjà parce que il y a eu toutes ces questions de voter le budget et tous les clivages politiques que ça a généré, l'instabilité aussi chronique dans laquelle nous sommes depuis les décisions qu'il a pu faire en 2024. Donc on était quand même sur cette fin d'année 2025 dans une situation fragilisante, sans parler de lui à titre personnel, les problématiques qui tournent autour de la première dame, Brigitte Macron, avec le salcon adressé aux féministes, mais aussi accessoirement les détournements d'argent qui ont été faits, d'argent public pour soutenir une de ses amies à la tête d'un organisme. J'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais on voit quand même qu'ils avaient une forme de coup de projecteur qui n'était pas nécessairement pour eux des plus simples pour se justifier. D'ailleurs, en fait, là, au moment où je fais cet épisode, le 15 décembre, ils ne se sont absolument pas prononcés ou manifestés autour de ces thématiques. Donc, on voit un point de tension, mais ça, c'est sur le plan astrologique, on est sur une fin d'année compliquée, on a un carré Mars-Saturne, on a des enjeux qui sont challengeants pour beaucoup. On voit qu'on est sur des points de tension plus importants à l'échelle collective. Et donc, en ce mois de janvier, on dirait qu'il y a une volonté de se sortir du marasme, il y a une volonté aussi peut-être d'imposer certaines décisions, une certaine stratégie ou une certaine voie. Et on peut s'attendre, avec la lune en Capricorne du 16 janvier, entre le 16 et le 18, parce qu'il y a une nouvelle lune dans la foulée, qu'il y ait peut-être des annonces, à mon sens, très importantes et une évolution structurelle qui peut apparaître en France et accessoirement aussi sur le plan global à l'international parce qu'on a un sextile Saturne-Uranus le 20 janvier, ce qui montre qu'il y a des choses qui sont en train d'être innovées et des décisions qui sont prises qui vont changer la donne. Néanmoins, je trouve qu'on est encore dans une énergie sur ce mois de janvier, même si c'est une énergie d'élan, qui est en écho avec les dernières années que nous avons passées. Donc même si on est sur janvier 2026, on n'est pas un peu dans cette nouvelle ère annoncée qui, on va le voir,
se manifestera plutôt en février. Là, on est, je pense, dans ce retranchement de position autour de discours très territoriaux, très classistes. On est encore sur des discours, à mon sens, qui sont très verticaux, voilà, avec ce côté tête de cordée, avec ce côté il faut faire privilégier les personnes qui sont à la tête d'eux, qui viennent peut-être participer à l'économie. On a Uranus qui est toujours dans le signe du Taureau et qui est en sextile aussi, qui est en trigone d'ailleurs, à ce stellium. Donc pour moi, il y a toujours un discours très territorial, il y a un discours économique. C'est peut-être un moment où les choses aussi avancent pour nous autour du budget, ou en tout cas prennent une direction très claire, très assumée, qu'elle plaise ou pas. Mais voilà. En tout cas, il y a une transition d'énergie. Par contre, quand on arrive sur la fin janvier, du 22 au 28 spécifiquement, on a tous les corps célestes qui étaient dans le signe du Capricorne qui basculent dans le signe du Verseau. Et là, on a Mercure, donc le Soleil, et Mars qui vont s'agglomérer, j'ai envie de dire, autour de Pluton, qui est dans le signe du Verseau. Et donc, Pluton en Verseau, oui, ça raconte là un peu l'inverse de ce début janvier, c'est-à-dire une énergie très sociale, très solidaire, à volonté de fédérer, de regrouper, de ramener le collectif en avant. Et là, on voit qu'il y a une mue. Quand on a littéralement une conjonction Mercure-Pluton, Soleil-Pluton, Mars-Pluton, on voit que Mercure est en conjonction à Pluton le 22, Soleil à Pluton le 23, Mars à Pluton le 28, c'est une énergie très dense. Et on dirait qu'il pourrait y avoir aussi une forme de réactivité vis-à-vis de ce qui s'est passé sur le début janvier et des décisions peut-être imposées ou de la posture aussi étatique de certains dirigeants, espèce de toute puissance aussi un peu, comme je le disais, verticale, très classique, autour d'un rapport d'autorité et un côté très donneur d'ordre qui va ici créer une forme de réaction et des contestations ou créer une forme d'opposition très forte. Mars-Pluton, c'est une énergie qui montre aussi des transitions sociétales ou collectives d'ampleur qui peuvent prendre forme. Alors, c'est une énergie, symboliquement, ce que ça peut mettre en avant, c'est effectivement un climat plus contestataire. Ça, c'est clairement ce qui peut être mis en exergue, mais pas que. On voit aussi que ça peut adresser plein de thématiques autour des nouvelles technologies, autour des thématiques du progrès, comment ça se joue, comment aussi les avancées, les évolutions actuelles autour des nouvelles technologies, par exemple l'IA, tout ce qui se passe en ce moment, ça peut causer aussi des problématiques de fond. On peut voir se jalonner énormément d'enjeux, à la fois sur le plan sociétal, sur le plan technologique, et voir aussi comment ça vient susciter une grosse insécurité. Et on voit aussi, je trouve, un clash un peu structurel entre le fonctionnement traditionnel tel qu'il a toujours été et comment est-ce que on a un appel à un renouveau, à une réinvention de fond, à une volonté aussi peut-être assez, je trouve, il y a une forme de rébellion où il y a une forme de volonté de dire aujourd'hui on ne veut plus de ce système-là et ça apparaît fin janvier. Et ça a l'air d'être en réponse aussi à ce début janvier. Donc on voit qu'en février, du coup, se cristallise un vrai changement. Et que se passe-t-il ? Alors on a toutes les planètes qui basculent dans le signe du Verseau. On a ces planètes qui successivement vont se mettre en carré à Uranus en Taureau. Et Uranus en Taureau, c'est vraiment la culmination, l'apogée de l'intérêt, je dirais, économique, de la volonté d'exploiter les ressources. Uranus en Taureau, c'est vraiment la cristallisation de cette symbolique. Et quand on voit toutes ces planètes en Verseau qui parlent d'un besoin systémique de renouveau, d'innovation, de rébellion, de fédérer sur le plan social pour aller interroger l'usage des ressources, pour aller interroger justement comment est-ce qu'on capitalise l'humain, comment est-ce qu'on capitalise autour de la société, comment est-ce qu'on fait bénéficier ou pas le collectif. Là, il y a une vraie tension qui est en train d'être mise en exergue et elle a l'air de
parler de ces thématiques économiques, voilà. Et en France, on le sait, on est sur le fait de taxer les plus riches. C'est une grosse thématique qui revient encore et encore. Ce besoin d'une justice fiscale qui est très mise en exergue. On le voit, c'est partout dans les discours. Là, ça a été débattu à l'Assemblée nationale. On est sur cette actualité-là et on voit sur ce mois de février, qui précède d'ailleurs les municipales, à quel point on est à la fois sur un enjeu de discours très territoriaux qui continuent de s'intensifier. Voilà, de janvier, c'était déjà là en janvier, et ça continue de s'intensifier en février. Et d'une autre part, un autre argument, celui d'une justice économique, d'une justice sociale au service d'une qualité de vie qui va s'améliorer. Et on voit ce clivage très très fort aussi autour des différents groupes politiques. Enfin bon, là on voit à quel point tout le monde y va de son argument et c'est extrêmement tendu. Et c'est là où on arrive avec une succession d'aspects qui vont se cristalliser sur la mi-février. Alors, il s'agit du 17 février. On a une première éclipse solaire dans le signe du Verseau. Dans la foulée de cette éclipse, notamment le 19-20, le passage de Saturne et Neptune dans le signe du Bélier. Donc on a Neptune qui était déjà passé, d'ailleurs, dans le signe du Bélier sur le mois de janvier. Et là, on voit que Saturne le rejoint en conjonction à 0 degré. Donc ça, c'est l'aspect le plus fondamental, le plus important de l'année 2026. Et c'est littéralement le deuxième mois, voilà, de l'année que ça se produit. Donc on voit que cette saison hivernale, elle est absolument centrale et cruciale et qu'elle donne le ton. La particularité de cette conjonction Saturne-Neptune, qui se passe à 0 degré, donc le symbole est très très fort dans le signe du Bélier, premier signe du zodiaque, c'est qu'on entre sur un nouveau code structurel. On arrive sur un véritable renouveau. Honnêtement, on a déjà vu les discours martiaux très exacerbé depuis ces dernières années, et ça c'est justifié par d'autres aspects. On a eu déjà des éclipses dans l'axe du Bélier et de la Balance. On a aussi eu un passage bref de Saturne et Neptune dans le signe du Bélier en 2025. Mais là, ils s'établissent pour de bon, d'ailleurs, en coprésence dans le signe jusqu'au printemps 2028. Donc toute cette dynamique de ferveur militante, toute cette dynamique aussi de discours martiaux, de discours d'engagement, qui d'ailleurs concerne les enjeux politiques, évidemment, mais pas que. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une volonté extrêmement tenace de se battre pour ses convictions, et on voit qu'il y a un clivage aussi qui peut se faire d'autant plus grand. Il y a une espèce d'apogée comme ça, ultra puissante, de ce qu'on veut défendre, littéralement. Donc ça, c'est culturellement, on voit qu'il y a quelque chose qui évolue, et les discours martiaux aussi de la part de l'État, d'une peur aussi potentielle, comme on l'a vu, de guerre ou de discours de protection, de sécurisation, de budget militaire, tout ça va prendre potentiellement beaucoup plus de place sur ces prochaines années, en disant qu'en tout cas c'est déjà présent et ça ne va pas s'apaiser. On est sur un esprit combatif, on est sur une vraie confrontation qui est en train de se mettre en exergue sur cette période. Donc moi là, ce qui m'interpelle, c'est qu'on a à la fois une éclipse solaire en Verseau dans le dernier décan, c'est une nouvelle lune, et on a aussi par la même occasion, dans la foulée, quelques jours après, cette trajectoire de Saturne et Neptune en conjonction exacte en Bélier. Donc on voit qu'entre le 17 et le 20, c'est exponentiel, sachant qu'on a aussi la Lune qui rejoint Saturne et Neptune le 19 et le 20. Donc là, on voit qu'il y a peut-être des actions très fortes. Il y a un climat d'hostilité qui est plus important, il faut le dire, sur le mois de février. C'est très exacerbé. On a une succession de conjonctions au nœud nord. On a Mercure en conjonction au nœud nord. Le 12 février, le 18 février, c'est Vénus. Le 27 février, c'est le Soleil. Le nœud nord qui est toujours dans le signe des Poissons. Et on a une forme de besoin d'adresser les besoins collectifs, les besoins de la collectivité. On est toujours sur cette saison, d'ailleurs, du signe des Verseaux. Il ne faut pas l'oublier, en même temps. Et donc, on voit qu'il y a peut-être une façon de se mobiliser ou une façon d'aller au front qui va changer sur le plan collectif durant cette période. Alors,
typiquement, c'est une atmosphère qui est beaucoup plus inflammable. Et ce n'est pas qu'en France, c'est à l'échelle globale. Voilà, c'est à l'échelle collective. L'esprit militant est plus puissant que jamais. Les enjeux qui peuvent émerger autour de cette conjonction Saturne-Neptune, on voit des territoires ressortir. Sur le plan géopolitique, on voit déjà la Russie, parce que historiquement, la Russie, donc la dernière fois qu'on a eu une conjonction Saturne-Neptune, c'était la chute du mur de Berlin. Saint-Pétersbourg a été construit durant une conjonction Saturne-Neptune. Neptune en bélier, accessoirement. Donc on voit que des enjeux importants autour du territoire russe qui peuvent être à nouveau sur le devant de la scène, sachant que on a eu beaucoup de questionnements sur la volonté de la Russie d'attaquer l'Europe. Enfin, ça a été des enjeux qui ont été très mis en exergue sur la période automnale, et ça porte peut-être à question, pour moi en tout cas, sur à quel point ce thème-là pourrait ressortir sur ce mois de février et sur cette conjonction, sachant que c'est le point de départ, mais on voit que ça peut aussi ressortir largement sur le mois d'avril. Je dirais que, en tout cas, de ce mois de février au mois d'avril, je pense que c'est des enjeux qui peuvent être mis en exergue. Et après, un autre territoire, moi, m'interpelle autour de gros changements. Il s'agit de Gaza, de la situation aussi catastrophique qui est en cours là-bas, à quel point aussi ils sont abandonnés par les corps politiques. Et ça pose aussi question sur comment la situation pourrait évoluer, aussi comment peut-être il y a un élan de mobilisation où accessoirement il y a à nouveau des décisions prises par le gouvernement israélien pour prendre possession du territoire palestinien. Donc à ce niveau-là, c'est aussi pour moi des thématiques qui peuvent fortement ressortir et générer toute cette énergie de mobilisation qu'on voit aussi avec le stellium renversant en carré à Uranus, sur les intérêts économiques qui viennent nuire au collectif, ou comment certaines puissances économiques dominent sur la justice, l'équité, l'égalité, la liberté des droits communs, et on voit ce clash en fait s'opérer comme ça sur le mois de février. Aussi, cette période du mois de février, la saison du Verseau, elle est très signifiante pour nous en France parce que c'est le climat préélectoral des municipales. Et donc là, on voit à quel point ça tire. Il y a des balles perdues. C'est un climat à couteau tiré. Comme je vous l'ai dit, c'est très clivé entre les enjeux territoriaux, les enjeux économiques, et honnêtement, il y a une mise en tension qui est très forte. Pour moi, je trouve que c'est un peu aussi clairement les débuts de alors il y a le climat préélectoral des municipales, mais c'est pas que ça. On sait très bien que de façon sous-jacente, les résultats qui vont ressortir en mois de mars vont être déterminants pour les élections présidentielles, et on voit à quel point ça cristallise énormément d'animosité, qu'on se le dise. On va pas être dans un climat, on va dire, de débat respectueux, on va être sur des confrontations. Je pense qu'on va être aussi sur des coups bas potentiels, on va être sur de la provocation, sur des transgressions. À mon sens, il y a quelque chose de confrontant sur ce mois de février autour de ce climat préélectoral, à la fois des municipales et aussi de façon un peu plus distanciée des présidentielles. On voit quand même que il y a quelque chose où le ton est en train de changer. Et donc, on voit à quel point ça se cristallise sur ce mois de février. C'est là où on arrive sur le mois de mars. La particularité de ce mois de mars, c'est que on a une rétrogradation de Mercure qui s'opère durant les municipales. Alors, c'est la saison des poissons, mais il s'avère qu'on finit aussi, on va dire, le cycle des éclipses, parce qu'on a eu une éclipse le 17 février, une nouvelle lune en Verseau, qui s'est cristallisé aussi autour de cette conjonction Saturne-Neptune, avec un mouvement social ou une volonté comme ça d'instaurer peut-être un cadre systémique différent, ou des contestations, ou un climat de rébellion plus important. Quand on arrive sur le mois de mars, on a d'entrée de jeu une éclipse qui est une éclipse lunaire, c'est une pleine lune en Vierge dans le second décan. Voilà, le 3 mars. Littéralement au même moment, on a aussi une conjonction Soleil-Mercure. Donc on est au paroxysme de la rétrogradation durant cette éclipse, ce qui en soi une éclipse. C'est une dynamique qui peut déjà être intense en tant que telle, mais quand on a une conjonction Soleil-Mercure en rétrogradation, on se doute que là, il peut y avoir des situations déstabilisantes, il peut y avoir des informations qui
nous prennent de court. Et pour moi, ça m'interpelle particulièrement parce que littéralement au moment du premier tour, et ça, alors ça c'est vraiment exceptionnel, on a une triple conjonction, Mars, Mercure en rétrogradation et au nœud nord. Donc là, quand je vous disais d'un climat conflictuel, quand je vous parlais d'un climat à couteau tiré, avec peut-être des coups bas aussi sur le plan des débats électoraux, sur le plan aussi des clivages politiques. Alors là, on est au maximum. On est au maximum. Et on voit que littéralement, on a aussi la Lune qui rentre en Poisson le 16 et le 18 mars. Ça vient renforcer ce climat-là. Il y a beaucoup de tensions dans l'air durant ce premier tour. Il y a beaucoup d'enjeux. On n'est pas sur un climat stabilisant, calme ou raisonnable. On est sur beaucoup d'affects, beaucoup de tensions collectives aussi. Je pense qu'on va avoir des gens aussi, sans parler de nos dirigeants ou des chefs de file des partis, c'est-à-dire qu'on va avoir une tension particulière sur le plan médiatique, sur le plan social, liée au pronostic de ces municipales et aussi autour du militantisme autour de ces municipales. Il faut savoir que là, tout est très incertain. Aucun parti n'est pleinement sûr de ses résultats. Et donc ça aussi, ça excite un stress ambiant. Pour moi, il y a quelque chose, je pense, où on va être surpris avec ces municipales. Voilà, on va être surpris par les résultats du premier tour. Comment est-ce qu'ils vont cliver? Je pense que ce sera extrêmement mitigé. Ça viendra pas amener une clarté. Au contraire, ça viendra amener encore plus de flou, dans le sens où il y aura peut-être des résultats qui seront potentiellement plus serrés ou qui viendront en tout cas faire fortement réagir. Ça, j'ai pas, là, du coup, je peux pas vous dire qui va avoir le dessus sur qui, sur quoi. Je trouve que il y a une tension et cette tension, elle apaise personne. Donc, à ce niveau-là, je doute qu'on ait une orientation, un cap clair, comme diraient certains, sur certains partis. Je pense qu'on est dans une France plus divisée que jamais et qui se retranche aussi dans ses positions. Là, quand on arrive sur le second tour, il faut savoir que l'équinoxe a lieu, donc c'est le printemps, on va changer de saison en l'occurrence, mais là je reste sur le mois de mars. Là, on arrive sur une phase où l'équinoxe s'opère le 20 et Mercure cesse de rétrograder le 20. Donc, typiquement, quand on passe le second tour, on va avoir une autre tonalité qui est extrêmement différente. Et ça aussi, il va falloir s'attendre à avoir deux salles, deux ambiances vis-à-vis du premier et du second tour. Déjà, on va avoir évidemment cet écrémage du premier tour et qui va créer énormément de confusion et qui va, à mon avis, cliver d'autant plus les polarisations en France et on va le ressentir très fort. Quand on arrive sur l'équinoxe du printemps le 20, on a un stellium en bélier qui se forme, le soleil qui va être en conjonction à Neptune et à Saturne le jour, ce qui est assez improbable, encore une fois, le jour du second tour. Et d'ailleurs, entre le 17 et le 19, on a la Lune aussi qui est dans ce signe du bélier qui vient exacerber. Donc pareil, il y a plus de tension, il y a plus d'agressivité, on voit ce changement aussi, on va dire plus militant, on voit cette évolution liée à Saturne-Neptune propre un peu à une nouvelle ère qui est extrêmement mise en exergue autour d'un changement structurel de l'autorité et puis aussi avec une volonté de se battre. Je pense qu'il va y avoir un surinvestissement, on va être monopolisé, on va être dans un vortex au mois de mars. La chose aussi qui interpelle, c'est Mars qui va être en Poisson, qui va être également en trigone à Jupiter, qui est dans le signe du Cancer, le 22 mars, le même jour. Donc, on a cette cristallisation martienne. Ça va pas être des municipales, disons, traditionnelles. Et je pense qu'il va y avoir une volonté peut-être de se fédérer, de faire basculer l'opinion. Il y aura peut-être des actes aussi, des actes forts, des actes déstabilisateurs, notamment avec cette triple conjonction Mars-Mercure
nœud nord. On a aussi tout simplement un climat plus tendu à l'échelle collective, parce que là je fais un gros focal sur le municipal, mais on a un climat sous tension avec des actes aussi qui peuvent être perturbateurs, qui peuvent être déstabilisateurs à l'échelle collective. Moi personnellement, je vois sur le mois de mars que c'est un moment très déstabilisant aussi outre-Atlantique aux États-Unis, notamment pour Trump, où on voit que il est fragilisé au mois de mars, qu'il y a peut-être encore des infos. Alors, je sais pas si c'est des enjeux de corruption financière ou des enjeux de corruption de mœurs liés à l'affaire Epstein, mais il se passe beaucoup de choses aussi de l'autre côté avec une crise médiatique, à mon avis, aux États-Unis, sachant qu'ils sont eux aussi sur la préparation des midterms qui vont on va en parler, s'opérer sur la fin de l'année, à l'automne, mais on voit que de façon générale, c'est un climat sous tension. Je trouve que ça met aussi les enjeux de crise humanitaire, comme je l'évoquais déjà sur cette fameuse période du mois de février. Donc tous les enjeux humanitaires, je pense tout ce qui est de l'ordre aussi de la crise de soins, de l'accompagnement, de l'hôpital public aussi. Je trouve que c'est des choses qui peuvent ressortir avec Mars en Poisson en conjonction au nœud nord, en conjonction à Mercure. Il y a une volonté, voilà, peut-être aussi de remettre de la lumière sur ces enjeux-là. Encore une fois, il y a énormément d'enjeux qui se superposent, donc c'est difficile pour moi parfois c'est comme un énorme amas d'informations et de dire, ok, qu'est-ce que je décide de mettre en avant? C'est ça, ah, il y a ça aussi, donc c'est pas forcément évident de faire le tri, mais on voit qu'il y a un peu un cri, on va dire, il faut s'occuper de ça, il faut s'occuper du soin public, de ces thématiques, il faut peut-être recentrer le débat sur des crises humanitaires majeures, il faut peut-être agir pour venir en aide, pour sauver, pour ci, pour ça. Donc ça, c'est à l'échelle collective. Et puis encore une fois, toutes ces thématiques de corruption et d'informations confidentielles, surtout avec Mars, Mercure, en conjonction au nœud nord, qui se cristallise sur la mi-mars. Alors nous voici maintenant au printemps. Alors qu'est-ce qui se passe au printemps? On sort littéralement des municipales, on a aussi accessoirement les résultats qui sont en train d'être intégrés, donc on va forcément avoir une analyse autour de ce compte-rendu. On va avoir des repositionnements parce qu'on va avoir des partis qui vont être fragilisés, on va avoir une orientation politique aussi à l'échelle de la France qui va être bien visible, et on voit aussi que c'est les débuts de cette pré-campagne présidentielle, et je vous garantis que ça se ressent tout de suite. On sort des municipales et de cette tension, et en fait, il y a cette volonté de rien lâcher et de continuer à aller au front pour les présidentielles qui s'opèrent dans environ un an. Et je sais que ça commence tôt, parce qu'en général, quand on regarde historiquement, ça commence, on va dire, à s'imposer médiatiquement, voilà, cette période de pré-campagne, mais en 2026, ça va pas être une progression lente, ça va être extrêmement fort, cette volonté d'aller se mobiliser pour faire campagne, et même, je dirais, un peu en avance, et on le voit fort sur ce printemps 2026. Quand on arrive en avril, qu'est-ce qui se passe? On a un stellium, c'est-à-dire encore une fois, en fait, on a un déplacement d'amas de planètes. Au début, c'était en Capricorne, en Verseau, en Poisson. Et là, c'est dans le signe du Bélier sur ce mois d'avril. Et la particularité, c'est qu'on a une triple conjonction Mars, Neptune, Saturne. Donc, depuis la mi-février, je vous récapitule un petit peu, on a eu cette conjonction Saturne-Neptune qui a déjà montré un gros changement, une nouvelle page qui s'ouvre à l'échelle collective. Et en mars, elle a été mise en exergue, cette conjonction, de façon, on va dire, progressive. Et là, en avril, on arrive sur l'un des temps forts les plus importants de l'année. Entre le mois de février et le mois d'avril, c'est deux moments absolument essentiel sur l'arc narratif annuel. Et donc là, ce qu'on voit sur le mois d'avril, c'est qu'on a Mars qui rentre en Bélier le 9 avril, qui va être en conjonction à Neptune le 13 et qui va être en conjonction à Saturne le 19. Donc, entre le 15 et le 19, on a cette cristallisation très forte de cet esprit martial qui est déjà
présent depuis la mi-février. Et en plus de ça, on a une nouvelle lune entre le 15 et le 17 dans le signe du Bélier qui amplifie ces enjeux de confrontation, de défis à dépasser, de récits aussi héroïques, mais aussi d'agressivité, peut-être de dynamique plus martiale, plus sous tension. C'est pas très évident. Voilà, c'est pas très évident. On est sur un peu un tunnel de transformation. C'est un moment où on a des figures fortes qui s'imposent. On a un leadership qui est suractivé. On a aussi une volonté de s'imposer de façon plus agressive. Là, je parle vraiment en termes des actualités, à l'échelle collective. Surtout avec une conjonction Mars-Neptune, quand on voit que ça se succède au mois de mars, où il peut y avoir des thématiques propres au clivage religieux, au clivage idéologique, au clivage entre les croyances. Disons que sur le mois d'avril, il y a un climat autour de ces idéaux religieux, de ce clivage communautaire, de cette colère aussi qui est nourrie de façon continue depuis des mois, là, de ces dernières années, autour de la situation au Moyen-Orient. Je pense que ça pourrait ressortir sur le mois d'avril et autour d'actes aussi isolés, potentiellement. Parce que, honnêtement, pour moi, la situation à Gaza, je vous l'ai dit, à mon avis, elle est mise en avant sur ce mois d'avril, notamment avec Netanyahou, qui semble prendre beaucoup de place. On dirait que il peut y avoir une fragilisation pour lui autour de ses alliances, autour de sa confiance, la confiance aussi qu'il inspire au public. Bon, j'ai envie de dire, il est déjà fragilisé, mais il a encore énormément de soutien, énormément de support, même dans son propre pays, parce que là, c'est autour de sa propre communauté. On dirait que il pourrait être un peu plus en disgrâce, si vous voulez. Il peut aussi y avoir chez lui des prises de position sur le mois d'avril, une offensive. Encore une fois, ce principe de domination très très fort qui peut s'imposer, et ça peut être une phase où d'un coup il se confronte à un obstacle plus fort. D'ailleurs, je me demande si c'est lié, parce qu'il est impliqué dans des affaires de corruption, et je me demande s'il peut y avoir des enjeux comme ça, même au niveau de ses proches, de sa famille. Enfin, on dirait qu'il peut y avoir une thématique pour lui durant cette période du mois d'avril. Mais à l'échelle collective, en tout cas, c'est un climat où, de façon isolée aussi, on peut avoir des manifestations d'agressivité ou un climat plus martial, plus violent, qui peut se manifester sur ce mois d'avril, mais qui peut aussi montrer qu'il y a également une sorte de ferveur, de militantisme ou une volonté peut-être de mettre en place structurellement un nouvel ordre qui peut aussi être particulièrement d'actualité. Et moi, ça m'interpelle parce que on a aussi Vénus qui est en Taureau et qui va être hyper activée sur ce mois d'avril. Elle va être en sextile au nœud nord, en sextile à Jupiter, et elle va être en conjonction à Uranus dans le dernier décan du signe du Taureau. Et donc là, on dirait qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière sur ces problématiques de corruption, de dérive économique, ou de comment est-ce que on a besoin d'adresser des problématiques de gestion des ressources, ou comment il peut y avoir des failles, des affaires, autour de la question économique qui prennent, de la place sur. Là, c'est la fin avril, et d'ailleurs, ça annonce littéralement la saison du Taureau, le 24. Alors, je pense que ce sera pas une phase facile, ce mois d'avril, pour beaucoup, parce que on est sur un changement qui est drastique. On est sur une mobilisation différente, et on est sur un climat, comme on l'a vu, qui va crescendo entre février, mars et avril, avec des tensions toujours plus présentes et une volonté de résistance aussi, face, je trouve, à la domination, face à des décisions totalitaires aussi, des prises de position de certains dirigeants qui sont extrêmement dures, extrêmement tranchés. Je parle de Netanyahou, mais je pense que ça s'opérera aussi sur d'autres territoires à l'international, et ça viendra créer des vraies résistances, des mobilisations, je pense, qui pourraient être importantes, mais on pourrait aussi avoir des faits divers ou des manifestations d'agressivité de façon isolée qui pourraient aussi créer un peu une crise de sens à certains endroits,
liées à cette triple conjonction de Mars en Bélier, à Neptune et à Saturne. L'autre chose aussi avec cette conjonction Saturne, Neptune et Mars, je pense qu'entre la mi-février et ce mois d'avril, on peut avoir un changement autour des grandes figures religieuses, saintes. On a vu que le pape, d'ailleurs cet été, il y a eu la conjonction Saturne-Neptune en Bélier avec une orbe assez large. On a eu le décès du pape et on a changé de pape. On peut avoir une autre grande figure sainte qui peut aussi faire sa transition, partir et avoir une nouvelle figure comme ça d'autorité qui peut se manifester. Ensuite, on a le mois de mai. Alors le mois de mai, c'est heureusement un moment beaucoup plus calme, surtout après une intensité en crescendo qu'on a eu entre février, mars et avril. Le mois de mai, c'est un peu un mois tampon, un mois intermédiaire. On a néanmoins une Mars qui est toujours en Bélier, donc on est vraiment sur le côté résiduel. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'énergie, énormément d'intensité. Quand on arrive au mois de mai, c'est un peu un mois de redescente où les énergies, elles sont toujours palpables, mais il y a moins d'intensité. On va dire que c'est comme si le volume de l'intensité était en train de baisser. Et on a un vrai changement qui s'opère plus à la fin mai, donc durant la saison des Gémeaux qui commence vers le 20 et quelques, parce que on a une succession de planètes. On a Mercure, on a le Soleil qui vont être en conjonction à Uranus, qui est entré du coup accessoirement sur la fin avril. Il est rentré le 26 avril dans le signe des Gémeaux, et on a ces corps célestes qui vont être en conjonction à Uranus en Gémeaux et qui vont aussi être simultanément en trigone à Pluton entre le 18 et le 26 mai, donc vraiment sur la transition, la dernière dizaine de jours de ce mois de mai. Et on a Mars qui est entré en Taureau, qui est en sextile au nœud nord en Poisson. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus harmonique, de beaucoup plus, j'ai envie de dire, facilitant. On prend l'air, quoi. On respire sur ce mois de mai. Alors c'est progressif, évidemment, comme je vous le disais, parce que on voit qu'il y a encore un climat un peu plus tendu qui s'allège sur la première quinzaine du mois de mai, mais on commence à ouvrir un peu nos poumons sur la fin du mois de mai et à respirer et à sentir que on apporte plus de légèreté sur cette période. Pour moi, c'est pas personnellement, je vois pas d'enjeux fondamentaux, je vois une dynamique plus porteuse. Il y a juste cette conjonction Mars-Chiron sur le 16 mai qui peut, on va dire, cristalliser les mêmes dynamiques que je vous ai évoquées sur la période du mois d'avril, mais globalement, on va dire que les choses s'apaisent. Là, il y a un moment qui va être important, c'est le mois de juin, sachant que le mois de juin, on a aussi cette saison, c'est toujours la saison des Gémeaux qui s'est déjà un peu déclenchée sur le mois de mai. Et là, on a plusieurs événements majeurs aussi qui viennent ponctuer cette période du mois de juin. On a déjà la Coupe du Monde 2026 qui commence. Donc on a un premier match, le match d'ouverture qui s'opère à Mexico City le 11 juin. Et dans la foulée, on a aussi le G7, donc le sommet des chefs d'État qui s'opère entre le 14 et le 16 juin. Donc le G7, ça sert à coordonner les grandes puissances occidentales afin d'orienter l'agenda politique, je lis la définition, économique et stratégique mondiale, sans pouvoir juridique direct, mais avec un fort poids symbolique et diplomatique, histoire de dire dans quelle direction est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on se met d'accord. Après, ça reste de la théorie, évidemment, mais ça montre une forme d'entente, une forme de cohésion, une sorte de team building à l'occidental, à l'échelle générale. Et on a cette fameuse Coupe du Monde. Alors, ce mois de juin, il est très porteur sur bien des points, parce que déjà, il commence avec une magnifique conjonction Vénus-Jupiter. On a Vénus qui va être en aspect ultra positif tout le mois. Voilà, on a Vénus en sextile à Uranus le 16 juin, en trigone à Neptune le 17, en trigone à Saturne le 25. Donc on a une très belle dynamique de cohésion, d'harmonie. On a Vénus qui est en Lion. Et c'est intéressant parce que cette Vénus, elle vient matcher avec tous les nouveaux placements. Uranus en Gémeaux, Saturne en Bélier, Neptune en Bélier, etc. Et donc là, on voit que ça montre le début, j'ai envie de vous dire, le début d'une période de grand spectacle qui démarre avec cette Coupe du Monde
sur la mi-juin et qui va se prolonger jusqu'à la fin de l'année. Voilà, qu'on soit clair, c'est-à-dire l'omniprésence de l'archétype du lion qui va être d'une puissance sur les mois à venir. Et donc, on voit une sorte de gradation où il y a une forme d'intensité de feu qui est en train de prendre de plus en plus de place, alors qu'au début d'année, il y avait cette énergie de feu, mais là, on voit qu'elle est beaucoup plus, je dirais, stimulante, aussi épanouissante, parce qu'on est moins sur une cristallisation martiale du feu avec l'archétype du bélier, on est aussi sur quelque chose de l'ordre du rayonnement, d'une lumière propre à l'archétype du lion qui s'installe progressivement sur le deuxième semestre de 2026. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a aussi, sur ce mois de juin, on va dire des transitions. On a Mars qui est en Taureau, qui va être en sextile à Jupiter en Cancer, le 28 juin, juste avant que celui-ci bascule dans le signe du Lion. Donc Jupiter entre en Lion le 30 juin. On a Mars qui bascule en Gémeaux aussi le 28 juin. Et on a, sur la toute fin de mois, Mercure en Cancer qui va être en rétrogradation alors qu'il est en conjonction à Jupiter. Donc, assez de technique. Maintenant, je vais vous dire un petit peu ce qui se passe à mon sens. Alors, sur ce mois de juin, c'est un mois très important et je trouve de grandes célébrations. Il y a de très belles choses qui soutiennent ce début de Coupe du Monde à Mexico et aussi ce G7 qui s'opère dans un contexte très porteur. On a un seul aspect en juin qui est un peu plus tendu, c'est Mercure qui va être en carré à Saturne. Donc un Mercure en Cancer qui est en carré à Saturne le 10 juin. Alors, c'est intéressant parce que ça présage de la rétrogradation de Mercure qui va s'opérer à la toute fin de mois, le 29 juin. Donc, on voit quand même qu'il peut y avoir des petits questionnements autour de l'organisation. Il faut savoir que sur tout le mois de juin, la Coupe du Monde, elle va s'opérer dans 3 pays. Elle va s'opérer aux États-Unis, elle va s'opérer au Mexique et elle va s'opérer au Canada. Il peut y avoir des questionnements autour de cette organisation et de cette gestion. On sait qu'aux États-Unis, ils durcissent en fait les conditions d'entrée dans le pays, même en tant que touriste. Et on voit qu'il peut y avoir des petites contractions à cet endroit ou des petits signaux précurseurs de ce qui va se passer en juillet. À partir du 28 juin, ce qui est quand même, disons-le, absolument incroyable, cette Coupe du Monde s'opérera uniquement jusqu'au 19 juillet, c'est la date de la clôture, qu'aux États-Unis. D'accord? Donc tous les matchs vont s'opérer aux États-Unis et littéralement, le 29, on a une rétrogradation de Mercure. Moi, ce que je perçois, c'est qu'en juin, il y a je trouve qu'il y a une très belle atmosphère. Vis-à-vis du G7, c'est quand même un climat qui est porteur, qui fédère, qui est plein de bonne volonté pour sécuriser, pour protéger. Il peut y avoir quelques débats, Mercure carré Saturne, mais ça reste quand même, surtout je pense qu'il y a eu des mois qui ont été plus tendus, donc je trouve qu'il y a une bonne volonté générale durant le G7 et accessoirement durant cette première partie de la Coupe du Monde c'est un moment de célébration, tout le monde en a besoin, tout le monde en profite à fond et on voit à quel point, je trouve que voilà, l'énergie elle est belle, elle est haute en juin. Néanmoins, voilà, c'est là où on arrive au mois de juillet et on a un tournant qui s'opère et c'est aussi accessoirement le solstice d'été. Donc on commence cette période estivale et cette période estivale qui débute sur la fin juin et qui est marquée par le début d'une rétrogradation de Mercure en Cancer nous amène à ce mois de juillet et ce mois de juillet, il est beaucoup plus stimulant. Disons qu'il y a beaucoup plus d'actions et de choses qui s'opèrent dans une dynamique qui créera potentiellement quelques surprises. Pourquoi ? Parce que on va avoir sur ce mois de juillet 2026 plusieurs aspects. On a le 2 juillet, Mars qui est entré en Gémeaux sur la fin juin, qui va être en carré au nœud nord, qui est toujours en Poisson pour ces dernières semaines. Ensuite, il va être en conjonction à Uranus le 4 juillet, sachant que on est en pleine rétrogradation de Mercure. Et ensuite, il sera en sextile à Neptune et en trigone à Pluton le 5 juillet. On a aussi sur ce mois de juillet une nouvelle lune en Cancer, le 14 juillet, d'ailleurs, qui fait écho à
à ce qui s'est passé sur le début janvier 2026, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des changements structurels qui peuvent être mis en exergue avec cette nouvelle lune, et on voit qu'il y a des aspects dits transpersonnels de planète lente en juillet. Donc ça, j'en ai parlé d'ailleurs dans l'horoscope annuel signe par signe. Je vous parle de ces transits-là parce qu'ils sont importants. On a le 15 juillet, Uranus en sextile à Neptune. Le 18 juillet, on a Uranus en trigone à Pluton. Le 20 juillet, on a Jupiter en opposition à Pluton. Jupiter en Lion. Et le 25 juillet, on a Neptune en sextile à Pluton. Donc c'est un moment, que ce soit à l'échelle individuel ou collectif, qui est extrêmement important ce mois de juillet où il se passe beaucoup de choses. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on est en pleine Coupe du Monde et que la clôture s'opère le 19 juillet. Et cette Coupe du Monde, elle est aux États-Unis. C'est un peu plus chaotique, qu'on se le dise, sur cette période. Et en même temps, il y a une effervescence. C'est-à-dire, honnêtement, je me pose des questions au vu de la situation telle qu'elle est aux États-Unis et la façon dont il y a un climat très protectionniste et territorial aux États-Unis, avec des mesures toujours plus difficiles pour entrer sur le territoire états-unien, sachant que vu qu'on est sur une Coupe du Monde qui se déplace de pays en pays, ou en tout cas qui se cristallise sur 3 pays différents, on peut naturellement imaginer que de nombreuses personnes, qu'elles soient au Canada ou au Mexique, qui se sont présentées au match et qui sont des passionnés, qui sont aussi des touristes, ou même des personnes par-delà le monde qui veulent aller voir et soutenir leur équipe, il y a comme autour de ces déplacements, il peut y avoir un couac, clairement. Et c'est là où il peut y avoir des mesures aux États-Unis propres à Donald Trump. On peut se poser des questions, gérées parce qu'on a une rétrograde de Mercure en Cancer et on a Mars en conjonction à Uranus qui crée, il y a un côté disruptif, il y a un côté très situation inattendue. On voit qu'il peut y avoir comme des actes revendicateurs ou de personnes marginales ou isolées qui vont essayer de prendre, on va dire, l'opportunité de cet événement pour faire un coup d'éclat, pour montrer, pour impacter la masse, on va dire. Mercure en rétrogradation en Cancer, il y a vraiment cette idée de sécurisation propre à l'État, propre à la communauté. C'est toute cette question de clan, de communauté, de protéger, de défendre. Et on voit qu'il peut y avoir quelque chose de l'ordre de c'est peut-être un peu plus compliqué de gérer cette situation, ou qu'il peut y avoir aussi cette dérive un peu protectionniste des États-Unis. Donc difficile de savoir entre des actes disruptifs ou une sorte d'excès protectionniste états-unien. Il y a une sorte de mélange de tout ça qui a l'air d'être présent avec cette période du mois de juillet. On voit aussi des aspects ultra porteurs. On a Uranus en trigone à Pluton, on a Uranus en sextile à Neptune. Il peut y avoir des enjeux durant l'été très très viraux. C'est incroyable de viralité. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté célébration mondiale, globale avec cette coupe. Il y a une espèce de ferveur, il y a une espèce de mobilisation collective. Enfin, là, je pense que sur le plan des réseaux, sur le plan de l'interconnexion technologique, sur le plan d'événements qui vont devenir super viraux, qui vont créer énormément d'attention, je pense que là, les États-Unis vont devenir le centre d'attention durant cette phase. Et il va y avoir, je pense aussi, pour Donald Trump, peut-être le moyen d'asseoir un peu sa toute-puissance ou sa volonté de redorer son image ou de montrer à quel point il a le contrôle sur les choses aussi. Et ça, c'est très exacerbé avec cette opposition Jupiter-Pluton le 20 juillet. Et je pense qu'il y a peut-être, d'ailleurs, parce que c'est littéralement juste après la fin de cette Coupe du Monde, qu'il y a peut-être une gestion de la fin de la Coupe du Monde qui peut être assez drastique, c'est-à-dire sur les flux, la façon dont les gens vont rentrer chez eux, comment ça va se passer. Donc à voir comment ça s'opère, mais en tout cas, c'est une période d'activité exceptionnelle. Mais ça, c'est prévisible, les Coupes du Monde, c'est tous les 4 ans, donc c'est toujours des moments ultra importants qui génèrent énormément d'attention. Mais je pense qu'il peut y avoir pas mal de plot twists sur cette, on va dire, Coupe du Monde qui devient exclusivement américaine sur le mois de juillet, et qu'il peut y avoir des problèmes d'organisation
ou ces enjeux protectionnistes qui peuvent revenir sur le devant, avec des actes aussi et des décisions de la part de Donald Trump qui peuvent paraître excessives ou qui peuvent être pour lui une façon de promouvoir sa toute-puissance ou son désir de contrôle sur les populations. On voit que ça se cristallise sur cette fin juillet parce que on a tous les corps célestes qui basculent du coup dans le signe du Lion. Le Soleil va opposer Pluton, va être en conjonction à Jupiter et d'ailleurs on a une pleine lune en Verseau dans le premier décan sur la fin juillet. Donc on voit qu'il y a une ambiance qui est un peu plus totalitaire, qui est un peu plus excessive tout de suite après la Coupe du Monde. Il y a un changement d'ambiance très net, à mon humble avis, qui ressort. Sur cet été, spécifiquement, on voit que la campagne préélectorale des présidentielles, elle prend une dimension très très claire. Donc on l'a vu déjà juste après les municipales, ça s'est calmé, ça revient en force sur cette période de l'été. Et donc on le voit aussi typiquement sur le mois de juillet, et ça prend plus d'ampleur sur ce mois d'août. Et là, c'est là où pour moi, on est sur un moment tournant sur la façon dont on va prendre l'espace médiatique autour de cette présidentielle française et comment on a des axes très très clairs où on a une sorte de combat d'intention, de visibilité, de mise en scène médiatique qui va ressortir de façon qui va se cristalliser sur ce mois d'août. Alors historiquement, normalement, les campagnes présidentielles, on va dire officieuses, commencent plutôt à la rentrée, mais pour moi, ça commence dès l'été. Et je pense que ça, vu que c'est un été pas comme les autres, on a cette Coupe du Monde, on a comme un élan, voilà, cette dynamique de feu qui prend beaucoup de place. On voit qu'il y a une stratégie de pas commencer sur la rentrée, mais déjà prendre cette posture dès la saison estivale. Et en fait, on voit qu'on a un couloir aussi d'éclipse qui va s'opérer sur ce mois d'août. On a Mars qui est en Cancer, qui va être en trigone au nœud nord en Poisson, qui passe ses derniers instants d'ailleurs dans le signe des Poissons. Le 11 août, le 12 août, on a une éclipse solaire, c'est une nouvelle lune en Lion, dans le 3e décan. Et on a Mercure en Lion, qui va être en trigone à Neptune, Uranus et Vénus en Balance simultanément durant cette éclipse. Et dans la foulée, on a Mercure qui est en conjonction à Jupiter. Donc là, si vous voulez, je pense qu'il y a des grosses annonces. Il y a ce spectacle médiatique, pour moi, pré-présidentiel. C'est comme si on posait la scène, vous voyez ? C'est assez... moi, c'est comme ça que je le perçois durant ce mois d'août. Je pense qu'avec cette conjonction Mercure-Jupiter, qu'il y a quelque chose qui se joue et qui se montre clairement. On voit que il y a quand même des tensions, mine de rien, parce que on voit qu'il y a 2 éclipses. Il y en a une le 12 août, donc en Lion, et on en a une autre qui va s'opérer sur le 28 août, qui est une pleine lune en Poisson dans le 1er décan. Là, il y a cette cristallisation aussi très importante qui se fait, et donc on est sur une période plus intense sur cet été 2026. C'est une période vraiment cruciale, et on voit que à cet endroit, on a aussi les nœuds lunaires qui basculent le 18 août, alors dans le signe du Verseau et du Lion, alors qu'ils étaient en Poisson Vierge. Et ça, en général, ça montre des cycles d'éclipses qui changent. Il faut savoir que pour nous, dans notre corps politique en France, on a beaucoup de placements dans le signe du Lion, de chefs politiques qui ont des amas dans le signe du Lion. On a Marine Le Pen, on a Mélenchon, on a aussi notre président qui a Mars en Lion. Je pourrais en citer d'autres, mais on a vraiment, on va dire, des acteurs principaux du spectacle politique français qui ont ces placements activés. Et donc, on voit à quel point, là, il y a un vrai coup de démarrage. Pour moi, c'est comme si vous savez, on tire là pour les courses, là, pouf. C'est vraiment ça, et je pense que tout le monde va ruer dans les brancards sur cette période estivale, et on voit qu'il y a néanmoins cette tension, voilà, autour des idéaux politiques, autour de ces langages territoriaux, autour de qu'est-ce que c'est les sécurités qu'on défend, et ça c'est parce qu'on a simultanément, pendant ce passage des nœuds, Mars qui est en carré à Neptune en Bélier, et donc il y a vraiment un discours de c'est quoi le concept de la sécurité
comment est-ce qu'on protège et quels sont les idéaux derrière notre message de protection et de sécurisation. Et on voit qu'il y a une crise autour de cette fameuse sécurité. Donc là, comment est-ce que nous, on va jouer le message de cette sécurité-là? Voilà. Et comment est-ce qu'on va se représenter comme des autorités de cette sécurité à défendre? Donc là, c'est très très fort sur ce mois d'août. La particularité de cette fameuse éclipse, le 12 août en Lion, qui nous intéresse parce qu'elle marque un nouveau cycle, c'est qu'elle s'opère dans le dernier décan, et c'est un décan très martial. Voilà. C'est un décan qui est affilié au signe du Bélier. C'est un décan qui parle de lutte très claire, de se défendre et se battre contre des assaillants, de tenter de rester quelque part à sa place. On voit que ici, chacun essaie de gagner une forme de souveraineté. Et pour moi, c'est exacerbé avec cette conjonction Mercure-Jupiter qui s'opère dans le signe du Lion. Et on voit à quel point il y a une volonté d'instaurer comme ça une toute-puissance. Et ça aussi, c'est à l'échelle collective. Donc on voit comment on peut avoir des figures dirigeantes qui, à la fois, je pense, dérivent de cet excès d'autorité et de force. À la fois, on a aussi peut-être de nouveaux leaders politiques ou de nouvelles figures politiques qui se distinguent, qui peuvent déstabiliser aussi, dû à leur manière de prendre la lumière. Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant cette année avec la conjonction Saturne-Neptune en Bélier, qui est toujours active sur cet été. Et en même temps, Jupiter en Lion, les nœuds lunaires qui changent de signe, c'est que on pourrait voir de nouvelles figures émerger. On pourrait aussi se laisser surprendre par des personnes qui montent en puissance durant cette période. Et des personnes aussi qui peuvent se révéler. Il y a un changement d'humeur qui a l'air très présent durant cette période du mois d'août, et des personnes gagnées en assurance. Voilà, des personnes gagnées en assurance sur cette période estivale. En tout cas, on voit des plot twists, on voit des vrais changements de fond qui ont l'air de s'opérer, et des changements aussi peut-être, des annonces qui vont s'opérer de façon peut-être plus structurelle, notamment aussi sur la fin août. Je serais pas étonnée qu'il y ait des choses qui ressortent, parce que c'est quand même la saison des éclipses. Durant l'éclipse en Poisson, on a une conjonction Soleil-Mercure. Donc on voit qu'il y a des discours qui changent, il y a des rapports qui sont en train d'évoluer, qu'il y a peut-être des vraies décisions. Je pense qu'on peut avoir des grosses nouvelles sur certaines politiques, pas qu'en France, mais aux États-Unis, à l'international, sur des dirigeants qui font des coups d'éclat, qui font des espèces de performances. Ouais, il y a un côté performance autour de l'autorité ou autour de nouvelles façons d'adresser la puissance politique et autour des donneurs d'ordre. Donc on va voir comment ça va s'opérer, mais en tout cas, il y a ce climat, je trouve, d'excès, il y a ce climat très puissant qui ressort sur cette période estivale. Ce qui nous mène à l'automne 2026. Alors, que se passe-t-il durant cet automne? C'est la phase décisive de cette de cette pré-campagne présidentielle, parce que les élections auront lieu officiellement sur le début d'année 2027, mais là, on voit à quel point les lignes sont claires, quel candidat va être crédible, quel candidat ne l'est pas, et aussi comment est-ce que ces alliances vont se redéfinir. On voit à quel point ces choses sont en train d'évoluer. On a aussi la COP 31 typiquement durant cette période, au mois de novembre, donc sur la saison automnale, et aussi on a les midterms, donc les élections américaines du 3 novembre. Et on a une culmination en décembre parce qu'on a le G20. Donc on a un programme chargé sur cette période automnale, et on va le voir que, astrologiquement parlant, c'est exactement, on va dire, ce que ça nous confirme. Alors sur le mois d'octobre, tout le mois d'octobre, on a Mars qui est entré en Lion, donc à la fin du mois dernier, et fin septembre, le 28, et juste après l'équinoxe, et ensuite on a Vénus qui va rétrograder dans le signe du Scorpion du 3 octobre au 25 octobre. Et elle basculera ensuite en rétrogradation dans le signe de la Balance. Simultanément, le 24 octobre, on aura aussi Mercure qui va rétrograder en Scorpion
comme ça jusqu'à la mi-novembre. Donc on a Vénus et Mercure qui rétrogradent jusqu'à la mi-novembre globalement. Donc on voit qu'on a une sorte de double rétrogradation qui cristallise quand même beaucoup de choses. Globalement, Vénus en rétrogradation, elle raconte souvent des problématiques autour des engagements, des alliances et aussi de la cohésion. De la cohésion autour des échanges, notamment diplomatiques. Il y a souvent des problématiques diplomatiques. Il y a aussi des problématiques autour de l'équité, cette notion d'égalité autour du droit. Et souvent, il peut y avoir ces questions de discrimination, à la fois autour des femmes, autour des minorités, autour du racisme. C'est des choses qui peuvent revenir avec Vénus en rétrogradation. Et là, dans le signe du Scorpion, on voit que c'est un signe martial, le signe du Scorpion, c'est un signe d'eau, mais c'est un signe de stratégie. Et c'est un signe qui nous parle aussi des pouvoirs, disons, des rapports de domination, tout simplement. Donc souvent, ça nous parle d'argent, ça nous parle de ressources financières, de pouvoir économique, de pouvoir aussi autour des mœurs, de questions de mœurs qui peuvent être présentes, de corruption. On voit aussi que ça peut nous parler de ce côté de vol de choses, voilà, encore une fois, le principe de corruption, de détournement. On voit que c'est des thématiques qui peuvent être particulièrement exacerbées. La particularité de ce mois d'octobre, c'est que du 2 au 12 octobre, on a une cristallisation de cette rétrogradation parce qu'on a Mercure qui est dans le signe du Scorpion, qui va être en carré à Mars, qui est toujours en Lion, je vous le rappelle. On a énormément d'aspects qui se succèdent et que je vais pas pouvoir tous vous les dire, mais on a un climat sous tension. Voilà, je vais le résumer tel quel. On a un climat sous tension qui va être exacerbé par une opposition Mars-Pluton. S'il y avait un aspect à retenir, c'est celui-ci, le 3 octobre. Donc la notion de rapport de force, de rapport de domination, on est à 200% dans le thème et c'est littéralement le jour où Vénus rétrograde en Scorpion. La particularité, c'est qu'on a Mars en Lion et Pluton en Verseau. Donc là, on a encore une fois cette tension entre la toute-puissance de certains individus, comment est-ce qu'on identifie le pouvoir et comment est-ce qu'on suit les intérêts du collectif. Il y a un clash en fait sur la notion de répartition sociale du pouvoir, de répartition sociale des ressources. C'est des thématiques qu'on ne connaît que trop bien, mais sur ce mois d'octobre, disons que en plus on est dans ce climat à la fois de campagne pré-présidentielle, de pré-campagne présidentielle, pardon, et on est aussi sur les midterms aux États-Unis. Il y a un truc pour moi qui est un peu purulent sur des sujets de fond et sur la volonté d'éclairer la vérité. Et ça aussi, c'est très Vénus en Scorpion, en rétrogradation, de dire voici ce qui a été occulté, voilà les problématiques de mœurs, là on le voit vis-à-vis du clash démocrate-républicain aux États-Unis, de l'implication des républicains dans des affaires de corruption et de mœurs. On est aussi dans des thématiques similaires aussi en France avec des contractions comme ça très fortes. Ça me fait penser un petit peu à ce qui s'est passé au mois de mars 2026. On est sur un climat entre octobre et novembre où il y a énormément de dossiers qui ressortent. Et on a un vrai clash, une vraie polarisation, et on a des tensions particulièrement exacerbées autour de ces thématiques de justice, d'équité. Comment est-ce qu'on vient répartir? Comment est-ce qu'il peut y avoir aussi une sorte de force? Ouais, c'est des forces qui s'opposent, il y a un clivage, je peux pas dire mieux. Il y a des dirigeants qui sont très très mis en exergue. Et il y en a plusieurs en fait, parce que comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de dirigeants qui ont Mars en Lion, que ce soit Netanyahou qui est aussi ultra présent. Alors pour moi c'est un moment qui peut être clé sur d'ailleurs Netanyahou, question sur ses mœurs, sur ses enfants, sur son mariage, sur la corruption, le détournement d'argent et aussi de corruption à l'échelle personnelle avec ses proches. Il y a un côté, encore une fois, il y a eu avril pour lui, mais il y a aussi je sais pas si ce sera passé quelque chose en mars ou en avril pour lui, mais pour moi, il y a aussi une disgrâce qui peut apparaître avec cette rétrogradation de Vénus en Scorpion, où il y a des dossiers qui sortent, et pareil pour moi, c'est pareil pour Trump, quoi. Et donc, je pense que, honnêtement, vous allez voir, il y a des tensions diplomatiques, il y a des tensions autour de ce qui est occulte, on va dire, autour du pouvoir, la notion de rapport de pouvoir, de deal autour de figures de pouvoir, tout ça, ça va être mis en avant. Et je pense qu'on va voir des projets économiques négociés comme ça, de façon occultée, qui vont
ressortir. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup d'infos de cet acabit. Et oui, on va voir comment ça ressort. On est dans une période quand même à couteau tiré. On est sur une période particulièrement transformatrice. Et on voit que ça ressort littéralement sur le mois qui suit, quoi, le mois de novembre. Alors là, c'est un mois où, on l'a vu, il y a les midterms aux États-Unis le 3 novembre. Avec les élections ce jour-là. Donc là, c'est une période ultra importante parce que on voit qu'il y a 435 sièges, voilà, qui sont renouvelés. Je parle des États-Unis, c'est ultra important parce que ça s'opère juste avant nos élections. Et pareil, ça donne de l'assurance à différents partis, ça donne des signaux. Et donc, si aux États-Unis, on bascule dans le côté démocrate, ça va donner un signal pour la France et ça va redonner de la confiance à certains endroits parce que on voit à quel point nos politiques sont en écho les unes aux autres dans les pays occidentaux ou en tout cas qui représentent la même idéologie. Et donc, si aux États-Unis, il y a une bascule encore plus républicaine, c'est pareil, on va voir comment ça va nous influencer, surtout qu'on est à quelques mois des élections présidentielles. Donc, il y a aussi 35 des 100 sièges du Sénat qui sont à pourvoir. Il y a vraiment une sorte de turnover autour de ces midterms, et donc il y a une cristallisation de tension. Et comme on l'a vu, on a aussi autour du mois de novembre, la COP31. Donc, on est sur un climat très particulier sur ce fameux mois de novembre où il y a quand même beaucoup d'enjeux qui se cumulent. Alors là, on entre sur un mois qui est d'une intensité rare. Il faut savoir qu'on a Vénus qui va être en rétrogradation, donc en balance en novembre, jusqu'au 14, et Mercure qui sera en rétrogradation en Scorpion jusqu'au 13. Donc la première quinzaine du mois, on est toujours dans ce climat-là. Mais par contre, quand Vénus est en rétrogradation dans le signe de la balance, là, les thématiques, elles changent. Elles nous parlent de justice, d'équité, de justice sociale. On est moins sur ce côté rapport de force, domination, pouvoir comme on l'a eu, et d'enjeux occultes autour des finances ou de corruption. Là, on est sur rétablir l'équilibre, rétablir une équité, rétablir la notion de justice, ou adresser les enjeux où on n'a pas de justice, justement. Et donc là, on voit que c'est activé sur cette période du mois de novembre. Et on a énormément d'aspects qui se succèdent, notamment sur, typiquement la première quinzaine, c'est le moment le plus important. Et là, on a un point de bascule d'autorité. Donc, c'est assez frappant de voir autour de ces élections du 3 novembre que là, il y a une transition autour de ce rapport d'autorité et qu'il y a littéralement une vraie mue, une mise en lumière d'une transition majeure qui est en train de prendre forme et qui, je trouve, est aussi particulièrement excessive. Et ça, c'est un climat, je parle des midterms aux États-Unis, mais en France aussi. En France aussi, je pense qu'on va avoir, c'est très comme le mois d'août, c'est-à-dire qu'il y a une énergie lion incroyable, on a Mars en conjonction au nœud sud, Mars en conjonction à Jupiter, Jupiter en conjonction au nœud sud, on a une énergie absolument incroyable. Trump est ultra visibilisé par cette période, il peut, je trouve, être fragilisé aussi par cette dynamique, une forme de dépouillement, une forme de clivage. Là, je suis très mitigée d'ailleurs sur ce que je dis, parce que des fois, je suis plus sûre de moi, des fois moins. Et là, vraiment pour Trump, je trouve ça tellement mixte, parce que je pense qu'il peut y avoir une inflation du moi, une sorte de toute puissance au travers d'une fragilité. Donc, je pourrais, comme s'il y avait des signaux qui le fragilisaient énormément, qui venaient le dépouiller aussi de quelque part de sa vitalité ou de sa force ou de sa puissance et son autorité, et qu'il allait surcompenser derrière en agissant pour essayer de combler en fait le message envoyé par ces midterms. Il y a des prises de risque aussi que je trouve assez inconsidérées avec ce climat, c'est-à-dire des personnes qui vont faire des actions qui leur paraîtront être des bonnes idées ou qui viendront à leur sens les sublimer, et il pourrait y avoir quelque chose de grotesque qui pourrait en ressortir. Je serais pas étonnée que ça se passe aussi en France, avec des campagnes de communication qui excède un petit peu tout ce qu'on a connu jusque-là. Donc on va être un peu dans un climat spectacle. Ça va être cette guerre d'attention qui va prendre une dimension absolument ahurissante. Et pour moi, avec cette rétrogradation de Vénus en Scorpion et en Balance,
cette succession d'aspects, Mars en opposition à Pluton, Mars en conjonction à Jupiter en nœud sud, je pense aussi qu'on va avoir des grosses transitions autour des figures d'autorité et des personnes aussi qui vont peut-être se placer au devant de la mêlée. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faudrait peut-être s'attendre à des nouveaux visages aussi. Et voir des personnes qu'on croyait sûres, peut-être totalement fragilisées ou basculer un petit peu dans la disgrâce. Donc je pense qu'il va y avoir énormément de changements, voilà, qui vont s'opérer. Ce moment d'intensité, comme je vous l'ai dit, ça va être spécifiquement du 11 au 17. Voilà, il va y avoir quand même beaucoup de changements sur ce milieu du mois de novembre. Quand on arrive sur le mois de décembre, alors là, on est sur un mois qui va donner le ton sur le début de 2027. Pourquoi? Parce que ce mois de décembre, on est déjà sur un moment clé, comme on l'a vu sur cette période automnale, parce que on va avoir le G20 d'entrée de jeu dès le 2 décembre, Mars qui va être en Vierge, qui aura basculé en Vierge, en fait, qui sera sorti du Lion en carré à Uranus en Gémeaux. Donc là, il y a un plot twist, c'est-à-dire qu'il y a une situation assez inattendue qui vient déstabiliser sur le plan médiatique, sur le plan social, sur l'organisation. On voit qu'il y a des choses qui se passent pas tout à fait forcément comme prévu. On voit qu'il y a une sorte de bascule ou qu'il peut y avoir des déstabilisations. Alors c'est à l'échelle individuelle et collective, c'est-à-dire qu'on est sur un climat qui est assez instable et qui peut apporter aussi des informations différentes. Ça change drastiquement aussi, je trouve, de tout ce qu'on a, du tunnel qu'on a eu là d'octobre à novembre, qui était très dans un excès de feu. Là, on rentre sur une dynamique air, terre, donc on est sur un changement autour de communication, d'échange et d'organisation. On a néanmoins quand même, je trouve, une lunaison le 9 décembre en Sagittaire. C'est une lunaison qui est marquée par Mercure en Sagittaire en carré à Mars en Vierge et en carré à Uranus. Donc, il y a des informations institutionnelles, étatiques dans la gestion. Ce qu'on voit, c'est que durant le G20, ce principe de coopération économique et d'accord, on n'est pas du tout sur le thème. Voilà, on voit que il y a ce côté surtout avec cette lunaison, avec cette cristallisation, voilà, de problèmes organisationnels ou de points de vue différents on voit qu'il y a un climat disruptif, on voit qu'il y a un climat instable et on voit qu'on a du mal à se mettre d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des stratégies qui sont très différentes et personne fait consensus. Et on peut pas faire un bloc ensemble sur comment est-ce que les choses vont s'opérer. Donc on voit quand même que c'est un climat, je trouve, qui est très conflictuel. Donc ce qui vient rajouter un peu d'huile sur le feu sur ce principe de campagne, là, de pré-campagne présidentielle en France, de dire on peut pas continuer à se coordonner à d'autres intérêts économiques que le nôtre, etc., parce que je pense que on est sur un clivage général collectif autour de ces superpuissances économiques et qu'il y a des choses où on n'est pas dans une entente, on va dire, optimale et ça reste globalement sur cette période du mois de décembre. Voilà, je trouve que il y a évidemment des choses qui peuvent aller dans un meilleur sens. On n'a pas encore les dates officielles du G20, mais donc je vais pas non plus complètement ruer dans les brancards et me prononcer à 200%. Ce que je vois, moi, c'est que si on est sur la première quinzaine, c'est plus tendu. Si on est sur la deuxième quinzaine, on voit qu'on trouve peut-être un peu plus de coopération. Voilà, on va trouver un peu plus de coopération sur la deuxième quinzaine ou sur la mi-décembre que sur le début où là, il peut y avoir des disruptions et de toute façon, de façon générale, je pense qu'au niveau institutionnel, au niveau des lois, au niveau des droits, au niveau d'un consensus pour aller dans une direction, ça se trouve pas sur le début du mois de décembre. Alors, ce mois de décembre, il est ultra important. Particulièrement ce Mars en Vierge en carré à Uranus, parce qu'il va donner des indications, sachant que c'est dès le 2 décembre, c'est le début décembre, il va donner des indications sur ce qui va se passer durant les présidentielles et sur le début de 2027. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une rétrogradation de Mars en Vierge. Donc Mars va rester en Vierge en décembre, en janvier, va se mettre en rétrogradation, va rester en rétrogradation un moment, ensuite va
être en rétrogradation à nouveau dans le signe du Lion sur le début de l'année et durant toute cette phase de dernière ligne droite. Donc, on peut s'attendre à un facteur déclencheur sur le début décembre qui va créer un climat beaucoup plus volatile, beaucoup moins sécurisant, organisé, ou juste une posture fiable sur le début de l'année 2027. Et on va vivre des élections présidentielles françaises assez, je pense, déstabilisantes. D'un point de vue médiatique, d'un point de vue guerre de communication, je pense qu'on va aller à un niveau un peu paroxystique qu'on n'a pas forcément historiquement connu jusque-là sur ce début 2027. Donc il va falloir faire attention à ce qui émerge sur ce début en décembre. Moi, je me pose des questions sur LFI ou des choses comme ça. Il peut y avoir des provocations, il peut y avoir un côté transgressif, il peut y avoir, encore une fois, des plot twists sur certaines têtes de liste ou certaines personnes, comment est-ce qu'elles se mobilisent, quels sont les messages qu'elles font passer, qui créent, on va dire, une déstabilisation qui va être omniprésente sur le début d'année 2027 et sur cette espèce de clash médiatique très très fort. Donc on voit qu'en décembre, on rentre dans un emballement autour de cette campagne pré-présidentielle qui continue de prendre de l'ampleur après un automne qui a déjà été chargé et qui va mener un début 2027 encore plus, je pense, prenant, qui va nous emmener vers l'élection de notre nouveau président. Donc je m'arrête là, c'est une année absolument fascinante, une année extrêmement riche, chargée, voilà, d'énormément de mouvements, de changements. On enchaîne une rétrogradation de Vénus en automne, quelques mois plus tard sur le début de l'année, une rétrogradation de Mars. Donc on a beaucoup de choses en mutation durant cette phase et au vu du contexte qui est déjà très sollicitant sur le plan médiatique et sur le plan des changements, ça viendra amplifier tout ça. Donc, reste à voir ce qui s'opère. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter au fur et à mesure de l'année, à me dire vos ressentis sur les thématiques que j'ai pu anticiper ou dont j'ai pu faire les hypothèses. On va voir comment ça va prendre forme. Sache que si tu veux apprendre à faire de l'astrologie prévisionnelle et de l'analyse sur le plan collectif, savoir identifier les temps forts sur le plan annuel et les thématiques qui en ressortent, j'ai une formation qui s'appelle Odyssée, qui t'amène à savoir faire à la fois des analyses pour le prévisionnel individuel et collectif sur les grands cycles. C'est des choses que je t'apprends dans cette formation. Si cela t'intéresse, tu peux cliquer le lien sous cet épisode pour te renseigner et voir ce que je propose. Je t'embrasse et je te souhaite une merveilleuse année 2026.